essayer de gagner du temps. Finalement, on regrette presque d'avoir proposé cette communication rétrospectivement. Enfin, même, elle nous interroge. C'est-à-dire que l'idée, quand on l'avait imaginée, c'était de montrer que dans le cadre de nos terrains respectifs, et autour de notre objet qui est très semblable, c'est en gros la gentrification rurale dans des contextes géographiques et sociaux différents, la grille, elle s'appliquait parfaitement bien. Et c'était du fait même de l'application de cette grille dans nos terrains que, c'est ce qu'on a expliqué à la toute première communication, on se dit, si ça marche pour nous, on va essayer de généraliser, de monter un peu en théorie, et puis de voir si les collègues peuvent s'en saisir pour l'appliquer sur leur propre terrain et éclairer d'un certain regard. Et en fait, bêtement, mais c'est bien. D'abord, on ne s'attendait pas sans doute à ce que les 3 jours là soient aussi féconds et qu'on ait, même si c'est loin d'être abouti et tout, mais on a tellement réfléchi au concept, à la théorie, qu'on se dit que en fait c'est peut-être un peu dommage qu'on revienne à ce sur quoi on a travaillé au départ en étant aussi terre à terre. Et puis, alors ça c'était la première idée, et puis la deuxième, je l'ai avalée dans le flot de... De toute façon, c'était pour occuper le temps. Et puis... c'est bon. Oui, comme je venais de le dire, en fait, l'objectif de la communication était vraiment de montrer une application concrète du capital environnemental. Même si maintenant... En fait, oui, l'idée est revenue, c'est qu'en fait, plein de gens l'ont montré, et Nathalie et Louis viennent de le montrer aussi, et Myriam avant, etc. Donc voilà, c'est exactement. Donc ouais, c'est vrai que notre communication finalement récupérera à la fois dans les thématiques et dans les concepts certaines choses déjà évoquées. Mais première diapo, voilà, c'était l'idée de mettre en perspective les capitales environnementales avec la gentrification rurale. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à la définition des capitales environnementales, on l'a assez vu, mais juste, voilà, on va parler de gentrification rurale qui est l'objet des recherches communs et par lesquelles nous nous référons à un processus par lesquels des groupes sociaux investissent des territoires, et ces groupes sociaux sont censés avoir des capitaux à la fois économiques, sociaux, culturels supérieurs à ceux des populations déjà présentes sur un territoire, ce qui amène à des décompositions et à une imposition progressive aussi des valeurs des représentations. Décomposition donc à la fois économique et sociale. Alors, la gentrification rurale n'est pas vraiment ici vraiment l'objet de discussion, c'est plutôt un prétexte pour parler du capital. Et on fera un autre colloque sur la gentrification. Et donc on va essayer de vous montrer ça sur 3 moments. Donc d'abord, 3 moments qui suivent aussi notre parcours en fait. Donc on va partir du terrain, on est parti vraiment du terrain, du constat de la gentrification rurale en Angleterre. C'est qui nous a conduit, ça sera le deuxième temps, à la conceptualisation du capital environnemental, notamment en lien avec la gentrification. Et ensuite on reviendra sur le terrain, troisième temps, pour tester cette articulation, ce lien, cette hypothèse sur 2 autres terrains. Alors, donc, on va repartir du cas britannique où on est parti plutôt de la gentrification rurale à l'idée de greentrification qui est utilisée par un certain nombre de collègues et qui suggère que la place de l'environnement au sein du processus de gentrification rurale est fondamentale. Alors peut-être 2 ou 3 éléments ou remarques. Le premier élément, c'est de dire que la gentrification constitue un processus, si tout ça se passe en Angleterre, c'est que la gentrification en tant que processus et concept sont 2 objets relativement anciens. Si on relit Wordsworth, relit dans le sens de lire,
Wordsworth au début 19e, quand il parle de ce qu'il voit dans le Lake District, on peut considérer que c'est une forme de, enfin, c'est de la gentrification rurale avant l'heure. Dans les années 60, le sociologue ruraliste Pal a travaillé en menu détail ou pas menu détail sur la gentrification rurale sans utiliser le terme. Et par contre, dès les années 70, avec Parsons, on a explicitement mobilisé le terme, donc c'est quelque chose qui est loin d'être neuf là-bas, à tel point que Patsion et Robinson, par exemple, en 80 et 90, ont utilisé le terme dans des manuels de géographie destinés à des étudiants de DUG ou de licence, enfin bref, à des étudiants. Alors, ça résulte du fait que les campagnes sont de fait massivement gentrifiées et je vais en donner quelques illustrations très rapides. La première, eh bien, si on s'appuie sur la présence et l'intensité de la présence des middle class comme un indicateur d'un résultat aujourd'hui d'un processus de colonisation des campagnes, on s'aperçoit, alors là, pour faciliter la lecture pour les gens qui ne sont peut-être pas très familiers du contexte britannique, j'ai surimposé en grisé les villes. Donc là, on a Londres, Birmingham, Leeds, bref, tout ça. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de noter que une grande majorité des espaces ruraux comptent plus de 50% de catégories d'actifs appartenant au middle class dans la totalité de la population active. Et quand on s'intéresse au vert foncé, on est à plus des entre 60 et jusqu'à 85% pour les zones rurales d'actifs appartenant au middle class, ce qui est complètement très différent de ce qui se passe en France. Autre manifestation, là c'est une lecture à travers les paysages, où on a trois exemples. Ici, dans le Norfolk, on a une maison réinvestie par des gentrifieurs selon un certain nombre de critères esthétiques qui correspondent en tout point à ceux que nous pourrions partager. Il y a des gens qui investissent dans les interfaces végétalisées entre la sphère domestique et l'espace public, et quand on dit qu'ils investissent, c'est à la fois en argent, en temps, et puis en sentiments, etc. Et puis ici on cumule tous ces investissements locaux. Alors ça c'est dans le Lake District. Ici, en fait, ça c'est un autre exemple tiré du sud de Birmingham, les campagnes du sud de Birmingham. En fait, on a une composition de paysages ruraux qui sont très esthétisés, où l'environnement est fondamental, au moins à travers sa dimension paysagère. Alors, on peut essayer de systématiser ou de théoriser un petit peu cette relation de la place de l'environnement dans le processus, en présentant le processus de gentrification d'abord comme un processus migratoire. Et on peut s'amuser à décomposer ce processus migratoire entre l'avant, le pendant et l'aval de la migration. Et on retrouve l'environnement à toutes les phases. Là, il apparaît à travers des grandes constructions culturelles sur ce qu'est la campagne pour les middle class, ce que ça doit être. Donc on a des magazines, là c'est un dessin animé Postman Pat qui est très connu, puis on voit que ça se passe dans le Lake District, et puis en fait dans le Lake District on voit la même chose que ce qui se passe dans le dessin animé, on ne sait plus qui est l'œuf et la poule. Donc ça c'est en amont de la migration. Pendant la migration, c'est-à-dire au moment du déménagement, quand on change de localisation résidentielle, ça permet aux gentrifieurs de mettre en application les critères environnementaux qui ont déterminé son envie de migration. C'est-à-dire que là, on a 4 exemples. On peut choisir une vieille maison au milieu d'une zone de montagne, ils appellent ça des montagnes, mais laissons-les croire que ce sont des montagnes, dans le Lake District. Ici, c'est plutôt dans le sud de l'Angleterre, donc il y a un habitat plus dense en périphérie de village avec la présence de l'eau et des canaux qui sont omniprésents. Là, on est toujours dans un cœur villageois, il y a toujours la dimension authentique, historique, vernaculaire, avec des toits en chaume. Et puis pour d'autres, on va investir l'environnement à partir de critères d'habitat qui sont un peu différents. Un habitat isolé, une maison neuve, plutôt de manière intimiste, avec un jardin, etc.
Et puis en aval, en fait, toutes les préconsidérations culturelles qui ont poussé, qui ont donné envie aux gentrifieurs de s'installer à la campagne, boum, boum, dans chacun des secteurs qui leur convient, eh bien, ils les réinvestissent en temps, en argent, etc. Et du coup, ça reproduit, en fait, les images qu'ils étaient venus chercher. Il y a un effet de boucle et de prophétie un peu auto-réalisatrice. Ah bah c'est moi aussi. Excusez-moi. Du coup, pour aller très vite, en Angleterre, ce qui nous a amené à parler de capital environnemental, c'est que la campagne et les middle class sont tellement désormais fondus que les sociologues en particulier considèrent que les middle class égale la campagne, que la campagne égale les middle class en termes de construction identitaire et sociale. Or, un autre élément super important, c'est que en Angleterre toujours, la campagne, enfin je ne vais pas revenir sur les égale la nature, et du coup, nous, par une espèce de raccourci, dans la mesure où les middle class avaient mobilisé des capitaux économiques, des capitaux culturels, des capitaux sociaux pour investir, coloniser les campagnes et les contrôler, et en ajoutant l'idée que la nature est au centre de leur démarche, on s'est demandé s'il n'y avait pas également un capital environnemental, d'où l'ensemble ou la suite de nos réflexions et de la mise en commun, et de voir que la grille, on essayait de construire la même grille et de se l'appliquer à chacun de nos terrains, à travers par exemple des notions d'échelle, de forme de gentrification, des rapports de force entre acteurs, entre néo, anciens résidents, etc., entre groupes sociaux. Donc je passe pour l'Angleterre et je passe la parole. Du coup, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques de la gentrification dans le Montana, qui est mon terrain de thèse, donc c'est un état de l'ouest américain, la frontière avec le Canada. En fait, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, il n'y a pas de gentrification graduelle. On est face à un découpage socio-territorial assez tranché, et ce à deux échelles en fait. C'est-à-dire que le découpage entre les territoires attractifs et donc qui concentre les gentrifieurs et les territoires répulsifs est très strict. À l'échelle régionale d'abord, on a vraiment une opposition forte entre l'Est et l'Ouest du Montana en termes d'identité territoriale et d'attractivité, puisque l'Est, en fait, c'est complètement ignoré. C'est l'Est, c'est le territoire de la ruralité, de la pauvreté et du plat, alors que l'Ouest, c'est le territoire célébré, donc c'est le territoire non pas de la ruralité mais de la nature, et surtout c'est le territoire de la montagne, avec les rocheuses qui jouent un rôle fondamental dans les représentations collectives. Et cette représentation de l'Ouest, elle suscite des migrations qui est à l'origine du processus de gentrification. Si on change d'échelle maintenant et qu'on se concentre sur cet Ouest attractif, on se rend compte qu'à nouveau, on est face à un découpage socio-territorial tranché, puisqu'on va avoir d'un côté des sites qui sont attractifs, dépollués, valorisés, qui concentrent l'essentiel des gentrifieurs, et des gentrifieurs qui sont venus spécifiquement pour l'environnement, et sous des modalités diverses. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des gentrifieurs venus pour des pratiques sportives de pleine nature, type à Whitefish, avec le ski tout au nord, ou alors des gentrifieurs venus dans le Montana pour des pratiques alternatives en termes de consommation, de cyclisme, ce genre de choses, à la Missoula par exemple. Et à côté de ces sites hyper attractifs et donc qui concentrent ces gentrifieurs venus pour l'environnement, on va avoir des sites au contraire très pollués, comme Butte, Opportunity, Libye, avec une population majoritairement en crise, au chômage parce qu'on avec la fermeture des sites extractifs, une population mourante aussi, parce qu'on a énormément de contamination, donc on est face à des questions d'enjeux sanitaires vraiment. Donc on a une gentrification, je vais même tourner en arrière, une gentrification inégale, enfin très graduelle je veux dire, entre à la fois des territoires donc attractifs et des territoires répulsifs. Ce qui entraîne des rapports de force entre les acteurs. Je ne vais pas revenir dessus, on n'a pas le temps, juste on retrouve, c'est pour ça que c'est rigolo, on retrouve en fait cette dialectique qu'on a pu souligner pendant le colloque entre tension et consensus, ce qui est fortement marqué dans le Montana, entre du coup des territoires de crise où finalement cette opposition entre qui détient le capital environnemental et ceux qui ne le détiennent pas vont créer ce moment de cristallisation, et des territoires où il y a plutôt un consensus, on a l'impression qu'il y a une forme de partage de valeurs environnementales qui sont presque devenues dominantes avec cette arrivée de gentrifieurs. Donc on est vraiment sur cette dialectique et on se demande comment est-ce que finalement est révélé ou dévoilé ce capital environnemental. Est-ce que c'est au moment de la crise ou au moment du consensus? Alors, le troisième terrain, avec le troisième terrain, on change encore d'échelle et ce sera plutôt une échelle locale, voire un micro-local. Donc c'est dans la montagne limousin.
Donc c'est un territoire de moyenne montagne avec la forte aménité qui est investi par des migrations depuis presque longtemps, avec la nouvelle population qui s'installe ici à la fois pour les cadres naturels, environnemental et les cadres sociaux. Et ces migrations sont aussi à l'origine d'un processus de gentrification qui peut par contre être qualifiée peut-être de marginale, dans le sens où elle est basée plus sur des capitaux économiques et sociaux et culturels que des capitaux économiques. Et on observe aussi des rapports de force qui sont liés à l'affirmation progressive des valeurs des pratiques environnementales qui sont animées, qui sont portées par les nouveaux habitants et qui se traduisent concrètement même dans des politiques ou dans la gestion des ressources naturelles. Donc, il y a, en préalable, il faut peut-être dire qu'il y a un réseau d'acteurs assez fort dans la montagne limousin, fait d'associations, d'associations, d'entreprises, d'individus. Et donc, je vais mettre différents exemples que je ne pourrais pas développer, mais voilà, on a des initiatives peut-être assez étonnantes en milieu rural, un écoquartier, des jardins partagés, et un conflit peut-être assez important, et aussi celui autour là où les rapports de force s'expriment de manière assez claire, c'est autour de la gestion des ressources naturelles, notamment autour de la gestion de la forêt, avec une opposition forte face à l'exploitation classique des forêts de résineux et de la part des gentrifieurs. Et donc, ces différents exemples voulaient montrer l'accumulation, la possession du capital environnemental de la part de ces nouveaux habitants, mais ils conduisent aussi à penser en termes de convertibilité. Et on va essayer de donner différents exemples de convertibilité à différentes échelles aussi. Voilà. Donc, la bonne version en fait, du diaporama. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt des exemples qui rendent compte de trajectoires individuelles. C'est-à-dire, la première, c'était ce jeune ingénieur qui a quitté son travail dans l'environnement. Et qui s'installe dans la montagne limousine, ce qui peut être interprété comme une conversion de ce capital culturel, donc ces diplômes, le capital culturel incorporé, et qui se traduit dans un investissement dans le capital environnemental qui peut être vu de manière à une échelle individuelle, c'est-à-dire avec son projet notamment de pépinière bio avec des zestes essentiels, mais aussi à une échelle collective, car il s'inscrit de manière ouverte dans une dynamique qui vise presque à refonder une nouvelle ruralité, donc sur la base de nouvelles valeurs, de nouvelles pratiques, en opposition à une ruralité définie comme traditionnelle et plutôt décriée pour ses principes et ses pratiques. Et le deuxième exemple concerne un autre parcours individuel, donc celui de ce décorateur de cinéma parisien qui s'installe sur Mille Vaches, qui ouvre un bar-concert très fréquenté dans les années 90, et ce qui lui permet de constituer un réseau d'acteurs, un réseau social et accumuler un capital social très important, qu'il alimente aussi avec des réseaux associatifs militants, et progressivement, il s'investit en politique, il devient maire de sa commune, et c'est là que l'investissement aussi dans le capital environnemental devient visible, car il s'engage ouvertement, encore dans cette question du bois, de la ressource naturelle qui revient, il se fait presque porte-parole d'un mouvement sur le plateau contre les exploitations de résineux et les coupes rases, et cette fois-ci, son rôle de maire lui permet de mener des actions concrètes en ce sens, avec des arrêtés d'opposition aux exploitants. Je vais vous montrer un exemple de conversion inverse, puisque c'est un exemple de conversion de capital environnemental en capital économique. Je vais prendre l'exemple des ranchers dans le Montana qui signent ce qu'on appelle une servitude de conservation avec un organisme de land trust. En fait, là, les ranchers ils s'engagent à pratiquer leur activité, ce qui en soi signifie conserver le paysage. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à ne pas construire de nouveaux bâtiments et à maintenir leurs pratiques, et ce de manière permanente. Parce que s'ils vendent leur terre, le contrat s'appliquera au propriétaire suivant, donc c'est vraiment pour l'éternité.
Ici, il y a une conversion de capital environnemental en capital économique, puisque cette conversion, elle se fait contre une somme d'argent élevée qui correspond au différentiel entre la valeur de leur terrain quand il était constructible et la valeur de leur terrain maintenant qu'il n'est plus constructible. Et donc cette opération, elle est financée par la population locale qui accepte de voter ce qu'on appelle un Open Space Bond, d'augmenter ses impôts pour conserver ce paysage. Sachant qu'en plus, dans cet Open Space Bond, il y a à la fois des terres publiques, mais il y a ces terres des ranchers, donc des terres privées. Donc ce qui veut dire que le conservationnisme est assez épatant, puisque les gens acceptent de payer de leur poche pour conserver un paysage qu'ils ne vont pas pratiquer. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on a en plus un processus qui fiche le paysage pour l'éternité. Là, on a une photo de Jim, qui est un rancher, donc de père en fils, c'est-à-dire que ses aïeuls ont fait partie des pionniers du Montana. Et on voit clairement apparaître sur la photo la distinction entre la partie en servitude de conservation, donc pour l'éternité figée dans cet état de naturalité, et de l'autre côté, la partie qui est destinée à l'extension urbaine de Missoula, avec les panneaux des agences immobilières qui mettent en vente les terrains. Et on sait que cette rupture, cette ligne-là de force, elle est radicale et définitive. Ce qui je trouve un petit peu marquant. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Et par là, je poserai deux questions. Alors, soit ou plutôt deux positionnements, deux interprétations. Soit on considère que la servitude de conservation peut être analysée comme un outil de médiation entre le gentrifieur et des ranchers traditionnels, parce qu'on a là la création d'un consensus dans un usage fait de l'environnement dont la fonction est dorénavant esthétique. Donc ça, c'est première proposition. Deuxième proposition, on peut lire aussi la servitude de conservation comme une domination symbolique des gentrifieurs qui ont diffusé leur définition de l'environnement, et ce notamment en transformant le rural en nature. Alors, pour terminer, on va revenir au cas britannique, et puis là, en fait, on va s'amuser à prendre la question de la conversion dans l'autre sens. La question est de savoir, quand on n'a rien à convertir, est-ce qu'on peut acquérir du capital social? Et donc, pour illustrer cette question, je vais mettre un raton laveur dans ta boîte aux lettres. Pour mettre sur cette question-là, on peut s'appuyer sur la donnée inverse de tout à l'heure. On avait les middle class. Là, on prend une catégorie agglomérante qui est les chômeurs, plus en fait tous les handicapés et malades permanents sont les inactifs en âge de travailler, qui n'apparaissent pas officiellement dans la catégorie de chômeurs, mais qui sont les pauvres et les chômeurs condamnés à être chômeurs toute leur vie. Donc là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de mettre la carte des villes pour comprendre la géographie des villes. En gros, la géographie urbaine, elle est mise en valeur, à part dans le cas londonien, elle est mise en valeur par la surconcentration des pauvres. Et puis il y a une donnée intéressante, c'est que les quelques vrais handicapés, malades, enfin quelques malades permanents ou inactifs en âge de travailler, malades permanents parce qu'ils sont vraiment handicapés, et ben c'est précisément dans les zones où on avait de l'industrie minière, où on a, en fait, ce sont des anciens mineurs la plupart du temps, qui là souffrent de l'opposé de capital environnemental, de l'inverse du capital environnemental. Et puis une autre illustration, c'est là du coup les minorités ethniques dont l'hyperconcentration atteste de leur exclusion, à l'inverse, des campagnes et du capital environnemental d'une certaine manière. Alors là, néanmoins, c'est un raccourci logique et argumentaire qui est beaucoup trop rapide, parce qu'on pourrait considérer que concernant les minorités ethniques, par exemple, l'accès au capital environnemental qui consisterait à partir à la campagne ferait que, inversement, ils perdraient du capital social parce que ils perdraient les liens à la communauté ou parce qu'ils se retrouveraient à peu près seuls, non blancs, dans les campagnes. Voilà. Donc il y avait un autre exemple sur Lake District ou de conversion entre... voilà, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin. Alors juste pour conclure, deux éléments de réflexion peut-être. Le premier, c'est que en fait, cette communication, pour répéter ce que je disais en introduction, elle avait presque plus lieu d'être parce que il y a tellement de gens qui ont démontré l'opérabilité et le caractéristique du capital tel qu'on conçoit en partie, que voilà, c'est la première chose. Et puis par contre, la deuxième, c'est que néanmoins, nous, dans le champ, cette fois-ci, de la gentrification rurale,
réinterroger ce qu'on sait de la gentrification rurale par le biais du capital environnemental, ça pourrait être un moyen de renouveler la vision des processus et du concept un petit peu de gentrification rurale. Voilà. Avec peut-être un tout petit dernier point pour le coup de revenir sur l'injustice, sur la justice environnementale, parce que ce qu'on proposait, c'était que cette grille de lecture capital environnemental, elle permet d'éclairer donc ce processus de gentrification rurale et la justice environnementale en insistant non plus sur les dominés, mais sur les dominants. Et donc d'éclairer ces processus de domination d'une autre façon. Donc c'est notre proposition. Merci.